Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous signale qu'on a un problème d'électricité puisque la mairie était éteinte à moitié il y a encore une heure, y compris le portail fermé. Donc, Jason est venu pour réouvrir le portail. L'une des conséquences, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir passer en live. Le conseil, il est enregistré, il sera rediffusé demain s'il passe. Mais d'après ce que m'a dit le technicien, ça passe pas. Ça va pas tarder. Enfin, voir. Bon. Mais plutôt que ce soit haché, autant le reporter. Bref, c'est pas donc de notre fait. Je donne la liste des pouvoirs. Il y en a 3. Laure Méry-Bossard, Aline Billet, Pascal Quinquet à Bruno, Paul Dauphin et Christelle Colombier à votre serviteur. Le procès-verbal de la semaine du précédent conseil, du 19 décembre. Y a-t-il des commentaires? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous passons tout de suite au cœur de l'objet même de ce conseil, le ROB. Enfin, plus exactement, le DOB. Donc, dans notre processus budgétaire annuel, comme vous le savez déjà, on doit tenir un débat d'orientation budgétaire sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire avant la tenue du Conseil pour le vote du budget qui doit être fait avant le 15 avril. Et puis, évidemment, on a le CA, donc les résultats de l'année d'après, en juin de l'année d'après, avec la réalisation de ce budget. Je rappelle juste brièvement que le budget de la commune doit être équilibré, contrairement à l'État, par section, fonctionnement et investissement, et que les recettes donc doivent être égales aux dépenses, et qu'on vote ce budget par chapitre et pas par compte. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le contexte macroéconomique, l'historique du réalisé 2024 et les orientations qu'on souhaite mettre en place pour 2025 avec les investissements prévus ainsi que l'état de la dette actuelle. J'en profite pour remercier les services pour l'élaboration de ce budget et les remontées des besoins qu'ils ont fait et le travail de synthèse qui a été fait avec les finances. Donc la prochaine étape sera l'examen et le vote du budget lui-même qui aura lieu le 3 avril avec une commission des finances dès samedi 15, soit dans 10 jours. Donc cette année, on a eu un contexte un peu particulier. Je suis sûre que ça ne vous a pas échappé, puisqu'on a la loi des finances qui a été votée en fait la veille de la commission finances qu'on a faite le 14 février. Et donc qui a été la promulgation de cette loi des finances a eu lieu en même temps que notre commission des finances. Du coup, le budget, on l'a constitué sur ce qu'on sait de 2024 et ce qu'on espère obtenir de la loi des finances, via la loi des finances et via de l'État. La loi de financement de la sécurité sociale, qui notamment fixe les augmentations de taux de retraite pour les agents, elle a été promulguée que le 28 février. Donc on a tenu compte d'éléments qu'on supposait, notamment qu'il y a une augmentation de 3% de la cotisation de retraite des agents, mais on a beaucoup d'incertitudes sur les dotations et la répartition de l'effort communal. Ce soir même, on avait la commission des finances de l'Agglo avec enfin des estimations sur des nouveaux éléments qui ont été inventés par la loi des finances, mais qui ne seront notifiés en réalité qu'après notre budget. Il est donc fort probable que cette année, on aura des décisions modificatives à apporter une fois qu'on aura réellement connaissance des dotations et des atténuations de produits de l'État.
Donc, première partie du rapport d'orientation budgétaire. Donc, à l'issue de cette présentation, nous pourrons débattre des différents éléments. Vous avez reçu ces éléments la semaine dernière, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec tous les éléments. Mais on peut parler de la croissance qui enfin atterrit, mais un peu trop après toute la crise Covid et l'Ukraine. On revient maintenant dans un cycle économique qui est plus calme, avec une croissance malheureusement par contre atone, et un reflux, par contre bienvenu, de l'inflation, puisque ces dernières années ont été quand même bien mouvementées. Mais en 2024, on a eu 1,3% d'inflation, ce qui nous a fait du bien, on va dire, par rapport aux années précédentes. En revanche, on a eu une instabilité politique majeure en 2024, dont nous avons tous expérimenté les élections surprises, on va dire, et ce problème sur le vote du budget pas neutre pour nous en termes de prévision. Et surtout, un déficit public qui a dérapé sérieusement en 2024, ce qui a mené à une procédure de déficit excessif pour la France par l'Union européenne l'été dernier, puisqu'on arrive à 6,1%. Et une dette publique à 115% du PIB, ce qui fait qu'on est très loin de la barre qui est établie par l'UE d'avoir moins de 3% du PIB. On a pris un engagement auprès de l'UE de revenir sous cette barre, normalement d'ici 2029. D'où toutes les difficultés liées à la loi des finances et aux économies nécessaires. Donc, je vous présente un slide qui a tenté de vous résumer les mesures qui impactaient le bloc communal sur la loi des finances, sachant qu'elle a eu lieu le jour même où on a présenté cette slide à la commission des finances de la ville. A priori, ce qu'on sait d'un point de vue national, c'est que notre dotation globale de fonctionnement qui font depuis plusieurs années, au niveau national, elle doit augmenter de 150 millions d'euros. Mais ce qui est moins que ce qu'ils avaient prévu au départ. La répartition, elle est toujours pas connue, et on nous a annoncé, enfin la MIF nous a annoncé hier que nous n'aurons pas la répartition définitive avant le 31 mars. Soit trop tard pour être sûr pour notre budget, mais bon, il faudra ajuster avec des décisions modificatives. La grosse nouveauté de la loi des finances, c'est que l'État a cherché à récupérer auprès des collectivités locales, mais départements, régions, communes, mais aussi les établissements type agglo, 1 milliard d'euros. Alors c'est un dispositif assez spécial, dans le sens où donc les communes sont mises à contribution à hauteur de 250 millions. Au départ, dans le premier projet qui était prévu par Barnier, il y avait 450 communes qui étaient concernées. C'était les grosses communes riches, on va dire, de France. In fine, il y a 2100 collectivités, enfin 2100 communes qui sont invitées à contribuer. Avec un mécanisme de calcul assez complexe. Lorsqu'on a fait la Comfin, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il y avait un plafond sur ce dispositif qui s'appelle le DILICO, et que ce plafond pour le Ménil serait autour de 130 kg. Depuis la Comfin, on pense qu'on devrait être, selon un calcul du Sénat, vers 45-50 kg. Mais on n'a pas de confirmation officielle. C'est une somme, mais on est relativement
peu impacté comparé à d'autres communes. Ce soir, le Vésinet était furax, notamment à la Comfin, puisque eux, ils se retrouvent à devoir débourser 500 000 euros, puisque le DILICO est basé non seulement sur le potentiel fiscal de la ville, mais aussi sur le revenu fiscal des habitants. Donc nous sommes un petit peu moins impactés, mais quand même impactés par rapport à une atténuation de produits qui n'existait pas auparavant. L'originalité de ce dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, c'est que donc on va verser a priori de l'ordre de 50 000 euros à l'État, en plus des montants qu'on leur verse déjà. Je rappelle qu'on a à peu près 800 000 euros de dotation de l'État et qu'on rend à l'État un petit peu moins de 1,1 million. Donc déjà, on contribue plus qu'on ne reçoit. L'originalité, c'est que 90% de ce montant nous sera restitué sur 3 ans, sauf 10% qui reste attribué au FPIC. C'est en quelque sorte une avance à l'État et qui permettra de réduire le déficit 2024 en apparence et donc de publier de plus jolis déficits pour l'État en fin d'année. Ça, c'est le principal on va dire, impact pour nous. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait certain quelles vont être les autres dotations. Normalement, à cette période-ci, on devrait avoir un document de la DGFiP nous notifiant quelles devraient être les dotations pour l'année. Ce ne sera pas le cas à temps pour le budget de cette année. Autre point qui a été voté par la loi des finances de sécurité sociale, c'est donc cette augmentation des cotisations des caisses de retraite des agents publics. C'est une caisse qui est déficitaire et donc ils ont quand même prévu une augmentation forte des cotisations de 12% sur 4 ans. Donc 3% a démarré cette année jusqu'en 2028. Donc déjà cette année, on sait que que mécaniquement, notre chapitre dépenses de personnel augmente de 3% pour cela. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on se trouve. Je vais vous parler un petit peu de 2024 et des années précédentes. Sur les différentes recettes et dépenses que nous avons eues sur 2024. Comme vous le savez, sur le budget, on vote par anticipation la reprise des résultats. Sur 2024, on a un résultat cumulé à la fin de l'année de fonctionnement de 1,4 million. On pense, donc, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, qu'on laissera, on propose de laisser 500 000 euros sur le fonctionnement et d'en mettre 900 000 euros à l'investissement. Comme vous le savez, ces 900 000 euros, si on les envoie à la section d'investissement, on ne pourra pas les récupérer en fonctionnement plus tard. Nous aurons aussi 1,3 million de résultats d'investissement qui, lui, doit rester en investissement. Vous avez l'évolution des recettes réelles de fonctionnement, donc c'est tout sauf les opérations d'ordre, sur les 4 dernières années qui sont détaillées sur cette slide. Et la dernière ligne correspond aux résultats de fonctionnement qui restent en fonctionnement. On vous a ensuite détaillé d'autres recettes qui sont des recettes de fonctionnement. Et notamment un petit zoom sur les impôts directs locaux, où on a essayé de vous retracer et le montant qu'on avait voté en budget et celui qui, in fine, était réalisé, avec la répartition entre la taxe d'habitation, la taxe foncière de bâti et non bâti, et le coefficient correcteur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez trop de tout ça, mais quand la taxe d'habitation, celle qui apparaît ici, c'est uniquement la taxe d'habitation secondaire, des maisons secondaires et vacants. Quand la taxe d'habitation sur les résidences principales a disparu,
celle-ci a été compensée par l'État parce que, d'une part, il y a ce coefficient correcteur là qu'on voit ici qui a vocation à compenser. Donc jusqu'ici, là aussi, on a été assez favorisé dans le sens où ce montant n'est pas désagréable, dans le sens où on continue à avoir une augmentation de nos ressources d'impôt direct. Mais la grande difficulté de ce montant, c'est que c'est surprise tous les ans. En gros. Je vous ai remis en bas on vous a remis les taux qu'on a appliqués en 2024 sur les différentes taxes et qui sont reprises là. En chapitre 73, qui sont les impôts, on a aussi d'autres taxes qui sont notamment, par exemple, l'attribution de compensation que l'AGLO nous reverse tous les ans et dont je vais vous parler dans un instant. Mais aussi les ressources liées aux taxes de mutation lorsqu'il y a des ventes immobilières. En 2024, il y a eu 600 000 euros. Ça, c'est une ressource où on n'a pas la main, évidemment, et qui dépend des ventes en cours. Il y a aussi des taxes sur l'électricité, des taxes funéraires. Donc, in fine, le total est tel que celui qui apparaît sur la slide précédente, à 4,5 millions. À 5,8 millions sur le chapitre complet et 4,5 millions d'impôts locaux directs. Sur l'attribution de compensation, on a exactement le même montant tous les ans depuis 2021. C'est la conséquence du pacte financier et fiscal qu'on a avec l'AGLO. A priori, on devrait avoir la même chose puisque ce pacte couvre la période 2021-2026. Sur un petit zoom sur la DGF. Donc la DGF est la principale dotation de l'État. Je vous rappelle qu'en 2014, cette dotation, elle était à 1,2 million. Elle a énormément fondu sur la période jusqu'en 2022, mais principalement entre 2014 et 2017, ce qui avait fait très mal. Elle a tendance à se stabiliser maintenant, mais elle s'effrite quand même tous les ans. Donc, si on y rajoute l'effet de l'inflation, c'est une baisse. Nous avons la chance d'être considérés comme une rurale, même si nous sommes en région parisienne, et donc de continuer à percevoir de la dotation de solidarité rurale. A priori, cette dotation continue à grandir. Mais ce n'est pas du tout les mêmes échelles ici. Autant sur la DGF, on parlait de 630 000 euros, autant ici, on est à 93 000 euros. In fine, les dotations totales de l'État sur 2024 ont représenté 873 000 euros. Et comme je vous disais tout à l'heure, les atténuations de produits sont à 1,050 000. Donc pour l'instant, on reverse plus qu'on ne perçoit. Et ceci parce que nous sommes considérés comme une riche ou au potentiel fiscal riche. Ensuite, pour les dépenses réelles de fonctionnement, les deux plus importantes, on vous a résumé les différents types de dépenses qu'on a. On a principalement des charges à caractère général qui sont toutes les charges sur les bâtiments, sur les fluides, l'énergie, etc. Et évidemment les charges de personnel. Les atténuations de produits sont aussi une dépense de fonctionnement, c'est ce qu'on rend à l'État. Là-dedans, on a aussi un virement à la section d'investissement qui est un solde d'équilibre du fonctionnement. Quand il nous en reste, on peut l'envoyer en investissement. Les charges financières sont la dette. Enfin, les intérêts de la dette, plus exactement. Un petit détail sur les charges à caractère général. On revient après une année extrêmement énergivore et avec une forte inflation en 2023 à des niveaux plus comparables aux années précédentes.
On est à 327 € par habitant, ce qui est relativement conforme à la strate, aux dépenses moyennes dans les villes de notre taille. Si on regarde maintenant les charges de personnel, ça reste... là, on n'a pas eu d'augmentation en 2023 massive. Et on a une dépense par habitant vers 439 € par habitant en 2023 et 470 en 2024, sachant que les derniers chiffres publiés sur les villes de même taille qui datent de 2023 est à 604 € par habitant. Donc on est vers 25-27% en moins. Un autre petit zoom sur une dépense de fonctionnement qui sont donc cette restitution à l'État. Elle prend la forme de 3 types d'atténuation de produits. Celle en bleu foncé, ça correspond à la pénalité qu'on paye parce qu'on n'est pas arrivé à 25% de logement social. Donc chez nous, elle est relativement faible, elle est vers 20 000 €. L'essentiel, c'est le FNGIR qui compense les réformes de la taxe professionnelle, il me semble, voilà, c'est ça. Et le FPIC, c'est une répartition entre les communes dites pauvres et celles plus favorisées. On rend 157 000 €. Sur des montants beaucoup plus petits, vous avez ici une évolution des charges financières qui sont les intérêts de la dette principalement. Vu qu'on n'a pas de nouveaux emprunts, ces intérêts réduisent tous les ans. Et les autres charges de gestion courante qui sont les subventions aux associations, au CCAS, donc le fonctionnement de la crèche principalement, aux écoles privées qui ont des Maine-et-Loire et les indemnités des élus. Alors, la façon dont on le présente là est peut-être un peu trompeur parce qu'on part de 640 000 € et pas de zéro. Les variations paraissent très grandes, mais en fait, on parle de 10 000 ou 50 000 €, mais 10% de variation. Et les charges exceptionnelles qui sont des tout petits montants. Ensuite, si je bascule du côté section d'investissement et qu'on regarde les principales recettes d'investissement, on vous a mis les 4 dernières années de recettes principales d'investissement. La première, c'est le FCTVA, donc c'est la récupération de la TVA sur les investissements engagés d'années précédentes. On ne récupère pas la totalité de la TVA sur les investissements. Donc, a priori, la TVA elle est de 20%. Et avant, on récupérait 16,4%. À partir de cette année, on ne récupérera que 14,85%. Et aussi, les dépenses qui sont éligibles au FCTVA changent. Donc, on a commencé à récupérer du FCTVA par rapport aux grands investissements qu'on a faits. Il est probable que cette année, on en aura plus. Les subventions perçues, ce sont les subventions qui sont versées par les différents partenaires sur les projets d'investissement qu'on fait. Cette année aussi, on devrait avoir beaucoup plus. Et la taxe d'urbanisme, bon, ça c'est les différentes taxes qu'on perçoit par rapport à des constructions, etc. On vous a listé quelques investissements qui ont été réalisés sur 2024, notamment par exemple le boulevard Pémal où on a commencé les études qui sont liées à l'enfouissement des réseaux qui est actuellement en cours. Donc il y avait 26 000 €. Jules Rhin, où on a fait des travaux de confortement. L'aménagement du passage Saint-Vincent, alors là on a uniquement le montant qui a été réalisé sur 2024, mais en 2023, puisque ça avait démarré avant, il y avait aussi 102 000 € qui avaient été dépensés et on a récupéré en face 2 subventions, une subvention de la région pour 24 000 € et une subvention de l'agence de l'eau pour 33 000 €, soit à peu près 38% de subvention. Bon, je ne vais pas tout vous relire, mais
Une autre précision que je voulais vous apporter sur l'agrandissement de l'école maternelle Jean Jaurès, qui est dorénavant finie. Donc nous avions un budget de 2,9 millions. On est arrivé juste en dessous, à 2 800 099. Les subventions qui ont été perçues au 31-12 sont de 240 000 € et correspondent à la moitié de la subvention du département. L'autre moitié reste à récupérer en 2025, ainsi que 578 000 € de la région et 117 000 € de la préfecture, ce qui correspond à 41% de subvention. Et a priori, donc, l'autorisation de programme que nous avions ouvert pour ce grand projet devrait être fermée à l'issue de ces dernières subventions. Et il y a eu quelques autres gros investissements en 2024, notamment la rénovation du chauffage d'ici et les enfouissements des réseaux électriques la fin des travaux d'enfouissement de réseaux électriques de la rue du Général Leclerc et comme tous les ans, la modernisation de l'éclairage public. Donc tout ceci pour vous dire que donc, sur 2024, on a un résultat moindre que les autres années, puisqu'on a réalisé pas mal des projets prévus. On va donc maintenant passer sur les orientations budgétaires 2025 que nous avons esquissées. Donc notre objectif pour cette année est d'améliorer, comme d'habitude, le cadre de vie tout en restant financièrement responsable. Je vais vous lister un peu les différents projets qu'on a en cours, un peu par thème. Donc sur la sécurité et la mobilité, on a le lancement de la deuxième tranche de la vidéosurveillance sur les entrées de ville et les quartiers. On a, comme vous avez pu le voir, le boulevard Pémal et l'entrée de ville côté Saint-Germain qui est en cours d'enfouissement de réseau. Et ensuite, il y aura la partie réfection de la voirie avec la réalisation d'aménagements pour réguler la vitesse des véhicules. Et nous aurons intercalé dans tout ça la rénovation de la chaussée, des trottoirs des rues Carnot-Marne dont les réseaux ont déjà été enfouis. On va continuer à rénover énergétiquement nos logements communaux et les bâtiments, notamment les écoles et le centre technique municipal qui date des années 50. Et comme vous le savez, nous avions un projet d'une annexe mairie que nous abandonnons au vu des coûts de construction et qu'à la place, nous nous sommes engagés auprès des services qui ont fort besoin qu'on rénove leur lieu de travail et d'accueil des Minilois, à rénover ces bâtiments avec en 2025 une première phase d'études et de travaux, notamment sur le rez-de-chaussée qui se trouve derrière nous. Sur les aspects actions dans les quartiers et sur l'enfance, il devrait y avoir une finalisation de projets d'aménagement du quartier des pavillons de la Sablière en haut, avec cette partie-là de l'entrée de ville, et les projets du coup de création d'une maison des familles à Malraux sur l'espace qui a été libéré dans la maternelle, sur ces espaces-là, et un réaménagement de Malraux en ce sens. Et la rénovation des parcs où jouent les enfants, près de l'école du Clos de la Salle, de Jaurès, et en haut, à la place de la Girouette. Sur le volet environnement-écologie, nous avons toujours l'acquisition des terrains qui est à faire, à racheter, c'est notre engagement auprès de l'Agglo, pour finaliser la connexion des berges vers le PEC et vers Maison Lafitte, lorsque on aura avancé sur ce point, sur les recours actuellement en cours. Espérons qu'ils arrivent sur la fin, on va dire. Et la poursuite de la rénovation de l'éclairage public et du passage en LED qu'on planifie tous les ans
de façon à avancer là-dessus. L'idée, donc, c'est d'arriver à un équilibre du budget sans augmenter les taux d'impôts locaux cette année. Je précise bien sûr que, comme tous les ans, nous, on est décisionnaire sur les taux d'impôts locaux, mais pas sur les bases. Les bases, elles augmentent tous les ans en suivant l'indice PCH. Donc cette année, il y aura une augmentation de 1,7% des bases des impôts qui est faite par l'État. En revanche, nous, on ne modifie pas le taux communal. Donc les hypothèses qu'on a retenues pour le budget 2025, c'est une stabilité des attributions de compensation de la communauté d'agglo. Là-dessus, on est assez certain puisqu'on a un pacte financier. Et un maintien des dotations de l'État, ainsi qu'une hausse légère du FCTVA parce que c'est le retour sur les investissements de 2024. C'est le premier point, le maintien des dotations de l'État. C'est ce que je vous disais, c'est encore à confirmer lorsqu'on aura la notification de la DGFiP. Donc ce que je venais vous dire, c'est que les impôts locaux, effectivement, ils vont de toute façon augmenter de 1,7%, qui est l'indexation. Et sur les impôts locaux, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est l'évolution que va prendre le coefficient correcteur. On n'a donc pas augmenté le chapitre impôts locaux de 1,7% selon les bases des impôts locaux de l'État, mais juste de 0,6% dans nos prévisions. A priori, cette année, on devrait bénéficier d'inflation plus stable, des charges générales et des coûts de construction. Hormis cette augmentation de la caisse des retraites sur le coût des charges de personnel, on ne devrait pas avoir trop de mouvements, mais ce n'est pas négligeable quand même, 3%. On continue, comme d'habitude, de faire la poursuite de maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est grâce à cela que tous les ans, on a un résultat en fonctionnement qui nous permet ensuite d'en basculer une partie vers de l'investissement l'année suivante. On finira cette année les plans pluriannuels Jaurès, puisque les travaux sont finis, et sur le deuxième, sur la mairie, puisqu'on abandonne ce projet. Nouveauté cette année, on mettra en place, quand on a listé l'ensemble des besoins, on a décidé de mettre en place un emprunt qui ne sera réalisé que si, à la fin de l'année, on a dépassé 95% de réalisation de la section, des investissements qu'on a prévus. Donc l'emprunt d'équilibre qu'on a inscrit et que je vous détaillerai dans les slides qui suivent et qui ne correspond qu'à 266 000 euros, correspond à 4,9% de l'équilibre de nos recettes d'investissement. Donc en grande masse, cette année, notre budget il est de 14,3 millions, ce qui est 1,2 million de moins que l'année d'avant, puisque forcément on a utilisé une part de nos réserves pour faire les grands projets l'année dernière. Et donc se répartit entre 8,9 pour la section fonctionnement et 5,4 en investissement. Plus détaillé, vous avez les recettes de fonctionnement ici. On compare le budget 2024, les montants réalisés, réellement reçus en 2024 et ce qu'on propose pour le budget 2025. Donc l'année dernière, nous étions à 9 millions 100 de budget. On propose d'être à 8 millions 9, sachant que on a réellement reçu l'année dernière 8 millions 955. Sur les dépenses de fonctionnement, donc ici, on a affecté des augmentations liées à l'inflation, évidemment, mais aussi à cette augmentation, par exemple, des caisses de retraite
du CNRACL. Les économies que nous réalisons sont notamment sur les... vous voyez, l'année dernière, en 2024, on a, par exemple, sur les charges à caractère général, passé au budget 3,3 millions, qui était... Le budget, je le rappelle, c'est le maximum qu'on peut dépenser. Et on a finalement fait des économies puisque nous avons dépensé que 2,1 millions. Donc cette année, on réinscrit 3,2 millions qui sont les dépenses potentielles prévues pour les charges à caractère général et 3,3 millions, enfin presque 4 sur les charges de personnel. Sur la partie investissement, donc c'est là où on retrouve en avant-dernière ligne notre emprunt de 266 000 euros. Donc plutôt que de réduire notre liste d'investissements qui sont nécessaires, on vous présente dans les slides qui suivent tous les besoins en investissement de façon transparente et in fine, si jamais on réalisait 100% de ces investissements, les 266 000 euros d'emprunt seront l'autorisation maximale d'emprunt qu'on ferait. Je précise que donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on réalise 95% des investissements et que, comme dans toute commune, en moyenne, enfin les bonnes années, on va réaliser 50-55% des investissements prévus. En 2024, on a réalisé 55,4% des investissements prévus au budget. La dernière année où ça a atteint ce niveau, c'était en 2020 avec 56,5%, mais il y a aussi eu des années à 31%. En dépenses d'investissement, qui sont le vrai cœur de la guerre, on va dire, c'est notamment les chapitres 20, 21 et 23. C'est ici où se trouvent les montants que l'on peut investir pour améliorer le cadre de vie de la ville. Donc en 20, vous avez les études et les honoraires qui sont nécessaires pour pouvoir faire les travaux, que vous retrouvez en 21 et 23, qui sont les travaux et les grandes constructions nécessaires. Je vous détaille les grands projets d'investissement ici. Notamment, vous avez donc, comme on a parlé un peu dans les orientations, la mairie, la première tranche de rénovation de la mairie pour 100 000 euros, le réaménagement des salles du centre Malraux et des sanitaires qui sont ceux des maternelles, donc pas forcément adaptés à des gens un petit peu plus grands. Pour 100 000 euros, du réaménagement des parcs pour 170 000 euros. Pour le boulevard Pémal, l'enfouissement qui est actuellement en cours devrait être... Enfin, il y a un budget prévu à 450 000 euros, qui est le plafond, ainsi que la requalification du boulevard Pémal, ensuite, donc la voirie, à 1 150 000. Ça, c'est le gros projet en termes de montant. On a toujours 250 000 euros d'acquisition de terrain et 200 000 euros de deuxième tranche de vidéoprotection. On pourra parler plus en détail pendant le débat des différents éléments. Les éléments plus petits d'investissement ont été agrégés pour plus de lisibilité et concernent, là vous voyez des montants à 276 000 euros sur les rénovations des bâtiments, mais ça concerne des dizaines de lignes de différents projets. Voilà pour les différents éléments. Les RAR, comme d'habitude, c'est les restes à réaliser, c'est-à-dire les montants qui ont été engagés en 2024, mais qui sont toujours en cours de réalisation. Ici, vous avez un tableau avec l'ensemble des équilibres. Donc, on revient sur le détail à 8,9 millions sur le fonctionnement et à 5,4 millions sur l'investissement. Enfin, un point sur la dette, telle qu'elle est actuellement souscrite.
Donc nous avons une dette au Ménil qui est extrêmement faible, puisque l'annuité de la dette en 2023, puisque c'est les derniers chiffres publiés sur la moyenne des villes de notre taille, l'annuité elle est de 100 € et chez nous elle est de 13 € en 2023. Et en 2024 d'ailleurs ça reste la même. L'encours de dette par habitant, il est de 767 € sur la strate, et chez nous, nous avions à année comparable 90 € et 88 € pour 2024. Donc notre taux d'endettement est extrêmement faible par rapport à des villes de taille comparable. Il nous reste donc deux emprunts. À fin 2025, cela représentera 478 000 € d'emprunts restants à rembourser. Sur la slide suivante, on vous a fait une répartition par contrat et on voit ainsi que le premier contrat s'éteindra en 2029 et le deuxième contrat en 2031. Voilà. Pour le rapport d'orientation budgétaire, je vais ouvrir le débat avec vos commentaires et questions, y compris ceux de Monsieur le maire, afin d'ajuster le budget aux besoins, sachant que les délais sont très courts. On a la commission des finances samedi prochain et le vote du budget le 3 avril, a priori. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais faire quelques commentaires. D'abord, vous priez de m'excuser de deux oublis. Le premier, c'est qu'à 19h40, Achille, qui est arrivé en retard, m'avait prévenu qu'il avait eu des contraintes professionnelles et qu'il arriverait en retard. Donc, excuse-moi Achille, je ne l'avais pas signalé. La deuxième chose, c'est que j'ai également oublié en début de séance de désigner un secrétaire. Alors, j'ai passé la main, on n'a pas encore ouvert le débat, donc ça ne pas trop de problème, mais si vous en êtes d'accord, j'ai demandé à ma voisine de gauche d'accepter, avec votre accord, d'être la secrétaire de séance. Elle a fait un signe en me disant « Ok, y a-t-il éventuellement un commentaire ?» Si on n'a pas, merci Aline. Et je voudrais faire juste quelques commentaires. Je crois que le gros problème que vous avez tous bien mesuré, c'est qu'on travaille sans filet actuellement pour plusieurs raisons, puisque la loi de finances est promulguée, mais les décrets d'application ne sont pas sortis, qu'on ne sait pas quand on les aura, et on les aura certainement après le vote de la loi de notre budget, vraisemblablement. Hein, ça, c'est les calculs, en tout cas, des dotations, c'est certain, on ne les aura pas pour le budget. Tout à fait. D'autre part, je me souviens très bien qu'au début, c'était les grosses villes de 40 000 qui payaient. Donc, notamment, Sartrouville payait une contribution de d'illico importante. Maintenant, ils sont à zéro. Parce qu'on a pris d'autres critères qui ont permis d'ailleurs, semble-t-il, que la loi de finances passe à l'Assemblée nationale et que le PS vote ou s'abstienne à la motion de censure. Ça, c'est une autre chose. La deuxième remarque, c'est que c'est dans un contexte encore plus incertain qu'il n'y était lorsque la loi de finances a été votée, parce qu'on a oublié l'effet Trump, dont on ne sait pas très bien quelles seront les conséquences sur les finances publiques, sur la fiscalité. Et moi, je ne me fais guère d'illusions sur le d'illico, qui consiste à dire on vous prend 90% du montant qu'on retient, on vous les remboursera en 3 fois, mais une loi fait, une autre loi peut défaire. Et compte tenu des besoins de financement de l'État, surtout s'il y a, comme on dit, des dépenses d'armement, ça risque d'être assez illusoire. Alors, j'ai entendu ce soir à la commission des finances de notre communauté d'agglo que les sénateurs sont en train de se battre, ce que j'ai trouvé assez admirable, pour que l'État inscrive dans ses comptes le fait qu'il s'engage à rendre 90% sur 3 ans. C'est-à-dire qu'ils inscrivent une provision qui matérialise que cet argent doit nous être retourné. Et en conséquence, ils essayent aussi, l'articulation inverse de ça, c'est de permettre aux communes d'inscrire une provision de retour de 90%. C'est pas du tout fait, mais si c'était fait, ce serait bienvenu. Oui, mais faire, comment dirais-je, provisionner des choses qui sont illusoires, moi je m'en méfie. Mais le problème, c'est que 3 ans, on est après les présidentielles. Oui, bien sûr.
Autre chose, vous allez voir des chiffres, il y a des choses qui sont importantes, c'est qu'on a eu un dégât des eaux avec un éboulement de la rue du chemin des Gravières qui, pour l'instant, ne nous laisse pas d'horizon précis en matière de coûts. Parce qu'il va falloir creuser la rue et c'est la raison pour laquelle on avait prévu des investissements qu'on a décalés, qu'on a dû reporter sur cette section-là avec un gros point d'interrogation, d'autant qu'il y a également un éboulement au-dessus à l'allée des Vignes pour ceux qui connaissent le quartier, où là on raisonne sur des chiffres beaucoup plus encore importants que la Gravière, mais qu'on devra partager avec le PEC si le PEC veut bien partager, puisque c'est la moitié de la rue du Ménil qui a disparu. Voilà, ça c'est un contexte qui est récent puisque ça a démarré je crois le 28 novembre si j'ai bonne mémoire, et qu'on a tout juste l'étude, l'expertise qui a été faite sur la qualité des terrains de ce quartier. Bien, sur je vais juste, si tu permets, rajouter des informations pas du tout confirmées, mais a priori, et nous en parlerons très bientôt puisque le budget est dans 10 jours. Mais on parle d'infos toutes fraîches de ce soir de la Comfin de l'Aglo et du bureau des maires de mardi, donc vraiment pas vieux. Donc notre DILICO serait vers ce qu'on doit reverser à l'État vers 45 000 €. Mais en même temps, ils ont relevé ce matin une erreur dans les calculs dans l'agglomération de Lyon de genre 48 millions d'euros. Donc, gros bémol sur les montants qui ont été calculés pour l'instant que par le Sénat, si je comprends bien. Et que la communauté d'agglo va tenter de réduire l'effet pour les communes, mais que l'agglo ne peut pas choisir la façon dont ils répartissent librement ne peuvent pas choisir librement comment ils répartissent ce qu'ils reversent aux communes, ce qui fait que la façon dont ils sont en train de regarder à le faire, qui serait d'une part par une dotation de solidarité communautaire comme on a eu les 2 dernières années vers 100 000 €, qui, elle, est sur les mêmes critères que le DILICO, donc les communes fortement impactées ont moins de dotation de solidarité communautaire. Donc ça ne résout pas le problème pour les villes qui ont des forts DILICO. Et que par ailleurs, ils mettraient en place un fonds de concours, mais qui est de l'investissement et pas du fonctionnement, alors que le DILICO et la dotation de solidarité communautaire sont du fonctionnement. Un fonds de concours, mais qui, lui, a des critères qui tendent à favoriser les petites villes. Bonne nouvelle, nous sommes une petite ville, donc nous, on pourrait avoir 60% du DILICO qui nous serait remboursé, en plus des 100 000 € de DILICO. Donc, si tout va bien et que ces chiffres sont confirmés, c'est plutôt une excellente nouvelle, avec 30 000 bémols sur est-ce que ça va vraiment se finir comme ça. Si effectivement ce qu'ils ont montré comme scénario ce soir se confirme, on l'aura échappé belle, en gros. Bien. Mais par contre, d'autres villes sur l'agglo se retrouvent avec des trous à 250 et 300 000 €. Hein. Donc, c'est très important. La plus grosse, c'est Saint-Germain qui a 800 et quelques mille € de DILICO, et le moins, c'est 0 à Sartrouville. Et entre les deux, vous avez... On a parlé du Vésinet, mais enfin, il y en a d'autres. Bon, allez, on ouvre le débat. Vous avez les éléments avec toutes les incertitudes qui planent. Je vous ai réaffiché les grands projets d'investissement, si cela peut vous servir. Qui veut intervenir ? Voilà, moi, je voudrais juste poser une... J'entends, hein, merci toutes ces informations. Vous n'y êtes bien évidemment strictement pour rien, mais je trouve que ça fait beaucoup de... Si, mais... personne n'y peut pas grand-chose. Concernant... Juste une petite question. Vous avez évoqué les différents projets les soucis que l'on rencontre sur des éboulements. Je vous avouerai sincèrement que... Alors, je ne suis pas spécialiste en ingénierie, mais je suis un peu comme tout le monde. Je suis assez inquiète, du moins interrogative, dirons-nous, sur l'état du mur de la terrasse de la rue du Général Leclerc, parce que je passe régulièrement par là. Le mur s'effrite. Il y a des taches liées à la, comment dirais-je, à l'humidité qui s'agrandissent de plus en plus.
Je présume que la terre pousse derrière. Enfin, ça, c'est logique, me direz-vous. Je me souviens que Philippe Dugard avait s'était penché sur le sujet en 2016. Parce que je sais que ça l'inquiétait aussi. Je me souviens de conversations qu'on avait eues sur le sujet ensemble. Donc ça fait bientôt 9 ans. Et je voulais juste savoir si, je sais pas, si quelqu'un commence à regarder tout ça, si on a un petit peu fait peut-être un début d'étude. Parce que là, ça commence à être un peu inquiétant quand même. Hein. Alors, on l'a déjà en tête depuis un certain temps. Je ne vais pas refaire un point d'histoire, mais c'était avant M. Demeure. J'étais, je vais dire, à l'origine d'un projet qui était de rabaisser les murs qui existaient de façon à faire une terrasse. La terrasse n'existait pas, j'ai des photos, c'était monté très haut, il n'y avait pas l'entrée de la forêt en demi-cercle, etc. Donc on avait tout réaménagé. Et derrière, quand on a refait ce mur, on l'a descendu en grande partie, et derrière, il y a un mur en béton qui a été fabriqué par une entreprise de travaux publics qui n'existe plus au Ménil, de construction. Et donc il faut qu'on revoie ce qu'il en est, parce qu'effectivement, l'effritement, c'est un peu ce qu'on avait vu du côté de l'église. La pierre est friable, et il faut qu'on la revoie. Mais je pense qu'en termes de poussée, il y a quelques ronflements. Il y a surtout des plantes qui prennent racine dedans. Moi, je passe aussi tous les jours. On voit très bien qu'il faut qu'on le surveille. Mais derrière, il y a un mur en béton. Bon, ça ne veut pas dire que les travaux ont été faits. On a eu un problème, et Philippe Dugard pourrait en parler, c'est qu'il avait missionné notamment ceux qui étaient intervenus sur l'église, et à aucun moment ils sont venus. Donc il faudrait qu'on retrouve à nouveau un expert qui vienne. Mais je vous dis, derrière, normalement, il y a un mur en béton sur la partie la plus haute. Après ça, voilà. Donc comme il y a un mur en béton, si vous voulez, la terre ne pousse pas théoriquement contre le mur en pierre. Ça ne veut pas dire que le mur en pierre ne se délite pas. Oui, tout à fait. Bien. Sauf qu'en termes de, si je peux me permettre là aussi, ça c'est très personnel, il n'y a plus un centime dans plein de domaines à la région, il n'y a plus un centime non plus au département. On a tous vu certainement le fait que Saint-Germain attend toujours son chèque de 4 millions suite à la rénovation d'une partie de son centre-ville. Donc les notifications de subventions, quand on nous promet des choses, sont une chose, les recevoir, à mon avis, en sont une autre. Alors ça, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projets financés par la région et par le département, surtout le département, parce que le département, nous avons des contacts quand même, parce qu'ils nous demandent, nous avons eu des notifications, et ils nous téléphonent régulièrement, périodiquement, pour dire est-ce que vous avez engagé la dépense, parce que si elle n'est pas engagée, on récupère les sous, à condition qu'on ait atteint la date limite qui est dans les 3 ans. Et actuellement, on a une enveloppe avec le département qui correspond qui a disparu parce qu'il finançait l'annexe. Et il y a une enveloppe avec la région sur laquelle on est en discussion, qui avait également 2 fois 200 000. Donc voilà. Mais la région également n'a plus de subventions, sinon qu'elle revient sur son métier de base qui sont les transports et les lycées. Elle l'a clairement dit. La région, jusqu'à maintenant, participait extrêmement largement, notamment à des subventions d'organismes de formation. Les organismes en question, dont des organismes d'État, ont été prévenus il y a quelques jours qu'il n'y aurait aucun crédit. Il y a une réunion à la région avec la présidente lundi pour les subventions qu'ils accepteraient encore de regarder, mais dans des montants sensiblement inverses. C'est la réunion le 12, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Autre question, alors sur les orientations, on revient sur les orientations. Je voudrais faire juste une remarque, s'il n'y en a pas une, d'autre. C'est sur l'entrée de ville côté Sablières. Parce qu'on a mis un élément, si vous vous souvenez, Alice Offray, vous aviez fait une remarque en disant que le département ne financerait pas la caserne. Effectivement, lorsqu'il y avait eu une réunion au mois d'octobre avec le président du département, il avait fait savoir qu'il n'y avait pas d'argent et que donc on n'était pas du tout sûr qu'il assurait son engagement initial à l'égard du 10 de faire une caserne sur le Ménil. On a reçu une lettre le 20 décembre, datée du 20 décembre, confirmant qu'il prenait l'engagement de réserver ce terrain pour le SDIS, mais que par contre la date
ne serait pas immédiate, mais l'engagement a été pris. C'était l'un des moyens nécessaires pour que ICF, Sablières, s'engage sur la deuxième partie, c'est-à-dire la rénovation des pavillons à partir de la rue de la Forêt jusqu'au boulevard Pasteur. Voilà pourquoi c'est indiqué dans le, dans le document. Et d'autre part, globalement, ICF est amené à revoir un plan de rénovation de l'ensemble des bâtiments existants sur une période de plusieurs années, bien entendu, parce que c'est des bâtiments qui datent pour l'essentiel des années 50-54, et à part les tours de 75-76, et qui a lieu de les rénover pour les mettre à certaines normes obligatoires aujourd'hui. Autre question, autre remarque sur les orientations? S'il n'y en a pas, je note qu'on prend acte. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? On prend acte. Il faut voter sur la prise d'acte, hein, c'est obligatoire. On m'a déjà fait la remarque, donc qui s'abstient? Merci. Je vous remercie. On passe au... Si je ne me trompe pas, c'est la location aux administrés, c'est ça? Bien, location aux administrés des foyers des anciens et la salle d'exposition de Brassens aux Ménilois qui en feraient la demande. Alors, j'ai déjà rappelé à différentes reprises, dans les commissions en tout cas, et ça a été le cas aux dernières commissions des finances, que nous étions très souvent sollicités, pas très souvent, parfois on va dire, sollicités pour faire des fêtes de famille, je vous passe les différentes fêtes de famille qu'il peut y avoir, et que nous n'avons pas de salle, il y avait que la salle paroissiale. Par contre, il arrivait que parfois la salle Malraux, le restaurant Malraux, était utilisé par des personnes qui étaient dans le cadre associatif, puisque vous savez que l'on prête aux associations, mais quand c'est les conseils d'administration ou les bénévoles qui se réunissent pour telle ou telle réunion annuelle. Bref, on a dit qu'il était nécessaire de faire quelque chose et surtout d'éviter que ce soit le fait du prince, pour ne pas dire le fait du maire, de dire oui ou non. Donc pour cela, il faut néanmoins réaménager un peu les salles, parce que la salle Malraux, dans le restaurant Malraux, il y a des frigos qui sont destinés à prendre les liaisons froides, notamment des restaurations pour le centre de loisirs. Il y a également des matériels, de la vaisselle, et que donc il faut savoir ce que l'on ferme, ce que l'on ouvre. Donc il y avait un projet de convention qui est un projet de convention type, mais qui n'est pas adapté précisément aux deux salles, parce que ces deux salles sont caractéristiques différentes. Si l'on prend la salle d'exposition Brassens, il faut par exemple la déconnecter de l'alarme de l'ensemble du centre Brassens. Il faut revoir derrière si c'est aménagé, de façon à pouvoir permettre d'installation de micro-ondes et autres plaques chauffantes. Bon, voilà. Donc, sous réserve de ces travaux-là, et il faut bien se rendre compte que dans le cadre d'une année, compte tenu de toutes les manifestations qui se situent dans ces lieux-là, il n'y aura pas beaucoup de disponibilité. Donc, simplement avoir l'accord de principe. On avait mis en décembre on avait pris une délibération portant sur la location des salles pour des réunions, des manifestations à Brassens essentiellement. Là, il s'agit de pouvoir, le cas échéant, mettre à disposition ces salles pour des manifestations familiales ou privées, on va dire, puisque ce sont des locaux qui sont assez isolés, qui permettent d'aller jusqu'à minuit. Donc tout ça, c'est à réglementer de façon plus précise, mais il s'agit surtout de fixer un tarif. Et moi, je vous propose deux tarifs. D'une part, 300 € la soirée, si vous voulez, et une caution de 1 000 €. Il y a eu un débat sur la caution, parce que le montant paraissait à la fois faible pour certains, trop élevé pour d'autres. On a dit que 1 000 €, ça paraissait raisonnable, puisque s'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas de raison qu'on soit pénalisé. Ce sont des chèques. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Moi, j'ai juste une question. Je vous ai toujours entendu être... parce que c'est pas un débat, c'est pas une question, comment dirais-je, qu'on aborde pour la première fois. Vous avez toujours été contre
Vous évoquiez des soucis pour les voisins, des soucis qui sont parfaitement entendables et recevables, c'est-à-dire des problématiques liées au bruit, lorsqu'il y avait par exemple un mariage, un baptême ou des choses comme ça, enfin peu importe la réunion, c'est pas tellement le souci. Là, je voudrais savoir, fixer un tarif est une chose, mais qu'est-ce que vous avez décidé et comment vous avez encadré tout ça, parce que aussi bien à Brassens, bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de... Non. Effectivement, je pense que ça ne gênera pas beaucoup les riverains. Par contre, à Malraux, ça sera peut-être un petit peu différent. Le problème de Malraux... Vous avez réfléchi à tout ça ou... Oui, tout à fait. Le problème de Malraux, c'est surtout l'été, parce qu'en fait, bon, on n'est pas là pour entrer dans des détails, mais la fête qui a lieu dans la salle, elle est déportée dans le patio, à l'extérieur, et c'est là qu'il peut y avoir de résonance. Et d'autre part, il y a des gens qui dépassent sérieusement les horaires que l'on fixe. Par contre, on a maintenant des policiers qui tournent jusqu'à minuit. Alors, on ne va pas les mettre là-bas, mais quand on tourne, ça veut dire qu'on passe, on entend s'il y a des bruits, et puis ils interviennent. Puis on envisage, enfin moi j'envisage, je souhaite qu'on arrive à trouver un gardien à qui on donnera un logement, puisqu'il y a des logements qui sont libérés. Je vous signale que pour ceux qui s'en souviennent, et vous devez vous en souvenir, il fut un temps où il y avait un gardien qui était sur place. Ils sont partis il y a quelques années, je ne sais pas si vous les avez connus, s'ils étaient déjà là le dernier mandat, la fin. Bref, s'il y a un gardien dans le coin, ça permet de couvrir. Est-ce que... Puis il va falloir rédiger la convention. Ah, c'est... D'accord. Je regardais qui c'était. C'est notre responsable des espaces verts qui est d'astreinte ce soir, pour ceux qui n'auraient pas repéré, et qui vient voir les réglages d'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. En convention avenant la CAF, je passe la parole à Aline. Non. Alors, normalement, c'était Sandrine, mais comme ça concerne plutôt les aspects du périscolaire, c'est pour ça que voilà, c'est moi qui vais présenter. Donc, pour situer les deux documents en question. Donc, la ville mène une politique en direction des familles avec des prestations d'accueil. Donc, ça concerne à la fois la petite enfance, donc la crèche, le CCAS, mais aussi l'enfance et voire même la jeunesse. Donc, c'est au sein des différentes structures et avec donc des prestations qui concernent à la fois la ville et le CCAS. Notamment, pour vous donner quelques exemples, donc il y a des actions de prévention qui vont être développées comme le soutien à la parentalité, donc soutien des parents dans leur rôle au sein du multi-accueil. La commune s'est également engagée dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Et dans la mesure du possible, il y a l'accueil des enfants et des encadrants dédiés, notamment les AESH. Alors pour mener ces actions, la ville s'appuie sur un partenaire indispensable, la caisse d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, non, assurance maladie non, donc la CAF. Et en effet, en fait, la CAF intervient sur les différentes thématiques. Donc les thématiques sont évidemment extrêmement larges. Donc là, on n'a donné que ce qui concernait l'enfance, mais ça peut être la parentalité, l'animation de la vie sociale, logement, cadre de vie ou accès aux droits, et en portant une attention particulière sur les publics les plus fragiles. Pour mémoire, le conseil municipal avait adopté par délibération du 2 décembre 2021 une convention donc, qui allait jusqu'au 31 décembre 2024, donc la convention territoriale globale, qui en fait définissait un cadre pour construire un projet social au niveau du territoire. Un diagnostic de territoire sur les domaines d'intervention de la CAF a été réalisé en 2021. Et donc, aujourd'hui, donc la convention de 2021 fait ici l'objet de 2 avenants donc, que vous avez eus en annexe et qui concernent 2024. Donc, c'est vrai que les dates peuvent surprendre, mais les avenants en fait, n'ont été envoyés à la ville qu'en fin décembre 2024, sachant qu'en fait, ça n'entraîne pas une rupture de la convention. C'est juste que les 2 avenants permettent d'intégrer des services supplémentaires au moment des déclarations finales, et donc ça rentre dans le cadre de la convention initiale. Donc il convient donc de signer les 2 conventions, les 2 avenants qui ont été indexés, afin de pouvoir donc poursuivre les différents plans d'action pour les actions conjointes ville, CCAS, CAF,
et de pouvoir bénéficier des aides nouvelles donc, qui sont précisées dans les deux avenants, sachant que donc, là, on va aller sur une nouvelle convention, puisqu'il y a une nouvelle convention 2025-2027 qui est en cours de préparation afin de mettre à jour le plan d'action, et là, on est vraiment en plein dedans. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Jason. Bien, pardon. Ensuite, nous passons aux décisions donc, qui ont été prises par le maire dans le cadre de cette délégation. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, j'aurais 2-3 petites questions à vous poser. Le marché public de la requalification de Pémal, il a été attribué dans son intégralité? Pour l'instant, il n'y a que le marché d'enfouissement. Il y a combien de lots dans ce marché? Pardon? Il y a combien de lots au total dans le marché? Dans le marché, il y a un lot. Voilà, là, on parle bien du marché d'enfouissement des réseaux. Il y a un seul lot. Et ensuite, il y aura un deuxième marché concernant la requalification du boulevard. Et ce marché-là n'est pas encore lancé. D'accord. Donc tout ce qui est lié, par exemple, à l'aménagement paysager, etc., ça va rentrer dans les lots suivants? Absolument, tout à fait. Enfin, en fait, il y a vraiment deux marchés vraiment distincts. On a fait 2 marchés distincts, complètement. D'accord. Concernant comment dirais-je, la nouvelle, l'installation du street workout là, qui est financée par le CIVOM, vous avez précisé qu'il y aurait donc des travaux, vous allez grillager, c'est ça, et puis vous allez aussi mettre une porte d'accès sur le boulevard Pasteur, et ça sera fait quand? C'est pratiquement ça. Vas-y. Non, puisque c'est le CIVOM, c'est Aline qui a géré ça dans le cadre jeunesse. Alors, le CIVOM prenait en charge le street workout et donc le sol souple. En revanche, la partie donc grillagère, ça c'est nous. Pour, à ma connaissance, le devis a dû être signé ces jours-ci. Et donc, en effet, ça va être un grillage et un portail qui donnera directement sur le boulevard Pémal. Donc, on peut espérer c'est qu'il soit fait. Le boulevard Pasteur, décidément. Voilà, donc on peut espérer que ce soit fait rapidement, mais là, voilà, le devis a été signé ces jours-ci. Ouais, le portail, c'est tant mieux, c'est fait pour ça, parce qu'il y a peu de gens de là-haut, pardonnez-moi l'expression, qui vont en bas. Il y en a quelques-uns qui passent, qui font vraiment une balade en courant dans la forêt. Alors, le portail théoriquement, le portail sur Boulevard Pasteur, il est toujours ouvert, alors que la grille, c'est pour éviter que les gens qui rentreraient aillent sur le stade ou dans les aires, les stades que l'on entretient. Okay. Autre question? Savoir pour Pémal justement, il y a un moment où vous allez présenter le projet d'aménagement au conseil municipal, parce qu'on entend les montants, on entend tout ce qu'on veut, mais ce serait quand même bien qu'on ait au moins une vue de ce qui va être fait. Ça peut être fait au conseil, on peut faire ça au conseil finance du budget. Non, parce que On fera, écoutez, j'entends, on l'a fait en commission travaux, on le fera urbain, on fera en... moi je suis dans les commissions, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, ça c'est faux. Ça fait un moment que ça a été fait. On le présentera au conseil municipal lors du budget. Ça n'a jamais été présenté. Ça n'a jamais été présenté. Ça n'a jamais Bon, été alors, présenté. ok, ça sera présenté au budget, au moment du budget, puisque l'appel d'offres sera en cours, mais n'aura pas été voté, n'aura pas été attribué. C'est pas tellement un problème d'appel d'offres. Non, mais tout a été présenté aux riverains pendant 1h30 en avril dernier, ça va faire 1 an. Donc, à part, je présume, quelques petits, certainement, aménagements à la marge, et encore, je pense que tout est prêt. Donc, les slides sont prêts, les esquisses sont prêtes, tout est prêt. Je suis d'accord avec toi, comme quoi c'est pas un secret d'État. Mais non, encore faut-il être prévenu. Non, mais exact. Bon, ça sera présenté au conseil prochain. Ok. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions,
la séance n'est pas tout à fait terminée parce que je vais vous donner juste une information. Parce que vous avez peut-être d'habitude, on votait la taxe des ordures ménagères en conseil municipal. Maintenant, la taxe d'ordures ménagères, puisque la compétence a été remontée à l'agglo, est votée par le conseil communautaire. Ceci étant, les taux ont été fixés, étudiés et présentés au bureau des maires, et le taux concernant le Ménil-le-Roi reste stable, sachant qu'il aurait dû être augmenté parce qu'il y a quand même des coûts liés aux différents aménagements prévus pour la collecte des ordures ménagères. La contrepartie, entre guillemets, au lieu de passer à c'était 6, on était à 6,11 l'année 2024, on restera à 6,11. On aurait dû passer à 6,65. Je pense qu'il est important de savoir que la contrepartie, entre autres, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule collecte par semaine dans la zone pavillonnaire, je dis bien dans la zone pavillonnaire, des ordures ménagères proprement dites, c'est-à-dire des containers gris, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et ça commencera cette collecte normalement réduite à une par semaine à partir du mois de mai. Mais bien entendu, c'est l'agglo qui fera toute la communication en son temps, donc dans les semaines qui vont venir. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci, bonne soirée et à très bientôt donc pour la commission des finances.